Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Goûter, le podcast qui va à la rencontre de personnes et d'univers créatifs qui donnent vie à leurs idées. Cet épisode est celui de la rentrée 2020 et quoi de mieux pour le mois de septembre que de continuer à rêver un peu. J'ai eu la chance de réaliser cette interview avec le voyage à Nantes. Pour ceux qui ne sont pas de Nantes ou qui ne connaissent pas, le voyage à Nantes en quelques mots c'est du lieu unique à la pointe ouest de l'île de Nantes, le voyage à Nantes invite à se laisser conduire toute l'année d'une œuvre d'art qui surgit au détour d'une rue à un élément remarquable de notre patrimoine. Si vous n'avez jamais été jusqu'à présent au voyage à Nantes, je vous invite à vous y rendre jusqu'à la fin du mois de septembre 2020 pour l'édition actuelle. Tout au long de l'année, vous pourrez retrouver des œuvres pérennes un petit peu partout dans la ville de Nantes. Et pour la prochaine édition avec des œuvres éphémères, ça sera à partir du mois de juillet 2021. Mais assez de bavardage comme ça, je vous laisse en compagnie de Jenna chargé de projet au voyage à Nantes, et de moi-même dans l'interview qui suit. Bonne écoute. Miam miam miam, miam miam miam. Bonjour Jenna. Bonjour, donc Jenna Dard, chargée de projet programmation et production artistique au Voyage à Nantes. Nous sommes 3 chargés de projet actuellement au Voyage à Nantes. 2, Marie Dupas et moi-même pour les projets artistiques, art contemporain, œuvres dans l'espace public, exposition. Et puis Emmanuel Divet qui est chargé de projet plus pour les projets d'aménagement, de design, d'architecture. Ok, donc une équipe de 3 qui crée le voyage à Nantes, la ligne verte telle qu'on la connaît. Voilà, avec Jean Blaise, donc Jean Blaise, directeur de la structure Le Voyage à Nantes et directeur artistique. Donc nous réalisons les choix ensemble. Vous êtes 4 en fait. Voilà. Très bien. Du coup, vu que tu es devant moi, je vais te demander de te présenter un peu. Comment est-ce qu'on en arrive justement à être chargé de projet sur le voyage à Nantes ? Donc j'ai 35 ans, je suis dans les locaux du Voyage à Nantes, je travaille pour le Voyage à Nantes depuis 2012. Donc j'ai d'abord été chargée de production artistique de 2012 à 2015. Et puis je suis chargée de projet programmation et production depuis 2016, depuis 4 ans. Et donc avant de travailler au Voyage à Nantes, j'ai travaillé ailleurs. J'ai travaillé au musée d'art de Nantes notamment pendant un an, où j'ai occupé le poste de responsable d'art contemporain pendant un an dans le cadre d'un remplacement. Et puis auparavant, j'ai travaillé pour le Conseil général de Loire-Atlantique, où j'ai travaillé notamment à la Garenne-le-Maux en tant que médiatrice. Et j'ai travaillé également en région parisienne au Centre d'art contemporain de Chamarande, également en tant que médiatrice au début de ma carrière. Et comment est-ce qu'on rend dans ce métier ? Je sais du coup, j'ai vu que tu as fait des études en histoire et ensuite en management des métiers du patrimoine, d'art et des cultures. Oui, alors en fait au départ j'étais plutôt historienne, donc j'ai fait des études d'histoire à la fac d'Orléans et j'ai ensuite intégré un master à l'Estua d'Angers. Et en fait, plus que le master en lui-même, c'est vraiment les rencontres que j'ai faites pendant ce master-là qui ont redirigé mes intérêts et puis mes envies professionnelles. En fait, dans le cadre de mon master, j'ai réalisé un mémoire d'études. Et dans le cadre de ce mémoire, je m'intéressais aux projets réalisés par des artistes contemporains dans des édifices de patrimoine et notamment des édifices religieux. Donc comment ils réalisaient des projets in situ à l'intérieur de ces bâtiments, comment l'histoire se tissait, quels projets pérennes ou éphémères se créaient. Et donc ces intérêts m'ont poussé à faire des stages. Donc j'ai fait des stages en centre d'art et en musée. Et à partir de là, je n'ai pas pu me détacher de l'art contemporain. Ça a été vraiment une évidence. Et l'intérêt aussi pour moi du voyage à Nantes, c'est justement de pouvoir lier à la fois de travailler avec des artistes, mais qui travaillent dans un univers souvent patrimonial, architectural, urbain, qui porte une histoire, donc de lier l'histoire et l'art contemporain, pour moi c'est vraiment l'opportunité du voyage à Nantes de pouvoir faire ça. Très bien. Parce que du coup, tu as dit 2012, c'était le début, plus je crois, du voyage à Nantes. Oui, 2012, c'était le début du voyage à Nantes. Comme j'ai travaillé au musée d'art de Nantes auparavant, en 2012, avec le musée d'art, on a créé le premier parcours hors les murs des collections du musée, puisque le musée d'art, à l'époque, a fermé pour travaux. Fermeture qui a duré quelques années avant de sa réouverture en 2019. Ah oui. Et donc c'était la première année où les collections du musée sortaient des murs. Et donc on avait créé un parcours avec un artiste commissaire invité
a travaillé autour des collections qui s'appelle Alain Séchasse. Et donc en 2012, on a présenté les collections du musée dans une dizaine de lieux, dont le Palais de Justice, la Chapelle de l'Immaculée, la Maison régionale de l'architecture, un certain nombre de sites, le Passage Sainte-Croix, l'Atelier, le Temple du Goût. Et ce parcours s'appelait Sans cimaises et sans pantalon, avec tout l'humour de l'artiste, puisque évidemment il avait souhaité faire un parcours sans cimaises, avec une histoire, tisser une histoire le plus possible avec des œuvres du musée mais qui s'intègrent dans les lieux. Et avait remarqué au bout du compte qu'aucun des sujets montrés dans les peintures ne portait de pantalon. Voilà. D'où le titre. D'où le titre Sans cimaises et sans pantalon. Ok. Bon, du coup, je te posais la question traditionnelle. Est-ce que tu kiffes ce que tu fais ? Oui, oui, bien sûr. C'est une très belle opportunité d'avoir la ville comme terrain de travail, parce qu'on considère qu'on travaille sur la ville. Donc je vois Nantes comme mon outil de travail, et ça, c'est vraiment très agréable. Et évidemment, c'est un travail qui permet de faire chaque jour quasiment de nouvelles rencontres. C'est fabuleux parce qu'on peut rencontrer chaque jour des nouveaux acteurs de la ville, des nouveaux artistes, pas chaque jour, mais quand même régulièrement. Donc oui, évidemment, c'est très stimulant. Et ok, donc ça c'est ton profil à toi, vous êtes 4 dans l'équipe. Il y a des profils similaires aux tiens ou complètement différents ? Même si c'est pas tout à fait pareil, en effet, on vient tous d'une formation autour de l'histoire de l'art. Donc, ma collègue Marie Dupas a réalisé une formation à l'université de Rennes 2 qui s'appelle Métier de l'exposition, donc justement une formation qui forme vraiment aussi à la réalisation d'exposition et qui prépare au métier de commissaire d'exposition. Et puis Jean Blaise, lui, c'est très différent. Jean Blaise, aujourd'hui, on va pas retracer toute sa biographie parce qu'elle est très très longue, mais évidemment, il vient plutôt du spectacle vivant. Il a commencé à travailler à Saint-Herblain, ensuite avant de travailler à Nantes, de créer le festival Les Allumés, de créer le lieu unique, créer la Biennale Estuaire, et puis la création du voyage à Nantes. Ça fait pas mal. Oui. Niom, 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 niom. Ok, donc après Jean Blaise, du coup, on va plutôt passer sur l'univers. Ouais. Et j'avais noté quelques œuvres, moi, qui m'avaient beaucoup plu sur l'édition 2020. Ouais. Mais, je peux le dire, j'avais vu Les Ponts avec The Feebles. Ouais. Le théâtre, le Rideau d'eau, je pense qu'il a quand même pas mal marché cette année. Beaucoup de monde a dû le prendre en photo, à mon avis. Et j'en avais vu un troisième qui m'avait beaucoup plu aussi, c'est In a Silent Way de Nathalie Talek. Ouais. Et ça c'est mes 3 chouchous. Et comment ça se passe du coup l'univers d'art contemporain ? Est-ce qu'il y a une thématique qui les unit tous ? Comment est-ce qu'elle est choisie ? Comment est-ce que vous prospectez aussi ? Comment ça se passe ? Donc l'événement Voyage à Nantes existe depuis 2012 et donc chaque année on invite des artistes à réinterpréter la ville. C'est vraiment le fil rouge. Et ces artistes, ça peut être en effet des artistes contemporains, ça peut être des designers, ça peut être des illustrateurs, ça peut être des architectes parfois. On n'a jamais de thématique sur une édition. Pour Jean Blaise, qui déteste les thématiques, on n'a pas besoin de ça entre guillemets les thématiques peuvent être parfois enfermantes en fait. Et l'idée c'est de laisser le plus possible la liberté aux artistes de parler de la ville, puisque la thématique en fait chaque année qui revient c'est la ville, c'est son histoire, son paysage, son urbanisme, sa lumière, c'est vraiment son essence. Donc on ne fait pas de thématique, mais chaque année on revoit le parcours et on décide des endroits où on va intervenir de manière temporaire ou pérenne. Et chaque année, une nouvelle carte de la ville se dessine avec les sites dans lesquels on souhaite intervenir. Donc on part toujours du site avant d'aller chercher un artiste. Parce que du coup, j'imagine faire quelque chose sur une installation sur le théâtre Gralin, tout le monde va pas pouvoir être capable de faire quelque chose... Exactement, oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on fonctionne comme ça. À l'inverse, peut-être d'autres institutions qui vont d'abord souhaiter travailler avec un artiste, et puis après, s'ils travaillent dans un espace plutôt modulable, ils vont pouvoir s'adapter, adapter le lieu au travail de l'artiste. Nous, ça va être plutôt l'inverse en fait. L'artiste souvent va travailler avec un monument, un espace public. Il y a toujours des formes d'adaptation possibles, mais il y a quand même souvent des contraintes assez lourdes. Donc c'est pour ça qu'on réfléchit toujours
aux artistes qui seront en capacité déjà de maturité, de répondre à un site, à un monument, maturité de travail, maturité d'expérience, et aussi les médiums qu'ils utilisent. Voilà, évidemment, on ne va pas faire intervenir un peintre forcément sur un site, parce que ça serait trop compliqué. Voilà, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des sculpteurs dans l'espace public, parce que l'espace public et la sculpture se marient bien, on va dire. Enfin, il y a quand même un dialogue qui se produit souvent de manière heureuse. Donc ça dépend vraiment de chaque projet. Donc c'est toujours le site qui nous mène vers l'artiste. Voilà. Et il y a des sites où... Enfin, est-ce qu'il y a un site pour toi à Nantes qui n'a pas encore été exploité, ou très peu, et que tu dis « Ah, j'aimerais bien, mais t'as pas encore trouvé un artiste qui pourrait le rendre comme il devrait ». Le révéler. Ouais. Dure question. Moi j'ai peut-être une idée, après je me trompe peut-être, mais j'ai pas l'impression que le passage Pommeraye ait été justement oui, mis... tout à fait, c'est un bon exemple. Le passage Pommeraye, c'est un lieu unique et il est magnifique, il a une histoire incroyable et il a une activité toujours très importante avec ce passage commercial. Nous sommes intervenus 2 fois dedans, en 2012 la première fois, avec Agnès Varda, qui était intervenue, qui avait réalisé un projet qui s'appelait Une chambre en ville, évidemment en écho au film de Jacques Demy, et donc qui était intervenue dans un espace du passage. Et on a également intervenu en 2018 avec une œuvre de Philippe Ramette, dans le cadre du parcours qu'on l'avait invité à réaliser sur les éloges, où il avait réalisé plusieurs œuvres dans la ville, dont certaines ont été pérennisées. Et ça s'appelait l'éloge de la paresse. Et on avait un personnage qui était suspendu au plafond juste avant le grand escalier du passage Pommeraye. Et c'est une œuvre qui était relativement discrète et il y a plein de gens qui l'ont pas vue ou qui l'ont vue après. Parce qu'en fait, le personnage, il fallait lever la tête pour le voir et il en regardait, il était vraiment en position de sommeil. Okay. Et en même temps, c'est une des plus... Voilà, je trouve que c'est une belle manière d'intervenir dans un lieu comme ça, parce que c'est un lieu qui est tellement magnifique, qui génère une histoire, une imagerie, un récit déjà lui tout seul, et d'intervenir de manière plastique dans un lieu aussi chargé, aussi fort, aussi symbolique, c'est pas évident. Et je trouvais que la réponse de Philippe Ramette, elle était très belle, tout en mesure, en discrétion, en même temps en humour, quoi. De mettre comme ça un personnage qui dort dans cet endroit. Et en effet, le passage Pommeraye, c'est un vrai défi, je pense, en termes de programmation et en termes d'intervention artistique. Mais voilà, on n'a pas encore on n'a pas de projet imminent, mais certainement c'est un défi qu'on se refixera, oui, de retravailler dans ce lieu. C'est vraiment une carte blanche totale à l'artiste, ou justement vous êtes là aussi pour mettre des limites, je sais pas, financières, temporelles, enfin... Bien sûr, bah oui. Donc en fait, on essaie le plus possible que ça parte d'une carte blanche au départ. Donc quand on invite un artiste, s'il connaît déjà le site, ça peut aider, mais s'il ne connaît pas de toute façon, on commence par un repérage qui est souvent assez long. Pour les artistes qui ne connaissent pas Nantes, parce que ça arrive encore, on essaie aussi le plus possible de les immerger dans l'ambiance de la ville, leur montrer ce qu'on a fait. Et puis, quand ils interviennent sur un site historique, eh bien, on va rencontrer des personnes qui connaissent très bien l'histoire, donc qui vont pouvoir vraiment expliquer l'histoire de l'architecture d'un bâtiment, d'une place, ses références urbanistiques, architecturales, historiques. Donc qu'il ait le plus de ressources possible. Et puis ensuite, immergé de toutes ces données, il va repartir et puis nous proposer ce que nous appelons une esquisse de projet, où en effet on lui a laissé le maximum de carte blanche possible. Et à la réception de cette esquisse, eh bien, on la regarde tous ensemble et on juge du projet. La plupart du temps, la première esquisse est la bonne, mais c'est pas toujours le cas, mais souvent c'est la bonne. Et on l'analyse.
Donc on l'analyse d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue technique, d'un point de vue budgétaire et d'un point de vue artistique évidemment, que ça tienne la route, quoi. Et ce projet on le fait évoluer la plupart du temps forcément, quoi. Il y a des ajustements et on rediscute avec l'artiste, il revient et là on discute de ces ajustements que nécessite forcément une première idée jetée comme ça à la volée. Enfin, c'est pas à la volée parce que c'est travaillé, mais forcément un développement du projet qui commence. Et là, on entre vraiment dans l'analyse complète et la faisabilité. Et ça se fait sur combien de temps? Parce que j'ai l'impression que ça dure très longtemps du coup, peut-être sur 2 ans, 3 ans à l'avance. Non, bah malheureusement, on le fait sur 2 ans, généralement, en moyenne sur des œuvres pérennes, mais sur des œuvres éphémères, on a moins d'1 an, forcément, puisqu'on travaille chaque année sur une nouvelle programmation. Donc, ce qui veut dire que dès le mois de septembre, octobre, qui précède un événement, on est là dans les invitations, et puis on doit, avant la fin de l'année, dans l'idéal, avoir un projet à peu près finalisé pour qu'il soit produit pour être montré l'été suivant. Donc c'est très court. Ah oui, il n'y a pas de filet de sécurité d'1 an, c'est vraiment de l'année sur l'année. Ouais, ah ouais. Donc c'est très très court. Donc il arrive qu'on ait des projets qu'on mène sur 2-3 ans, voire 4 ans, mais alors c'est extrêmement rare, mais ça arrive sur 4 ans. Quand ce sont des gros projets pérennes. Mais on est habitué à travailler sur des temporalités en effet très différentes, sur des projets très courts où il faut d'année en année réajuster et aller le plus vite possible. D'où la question d'avoir des artistes qui ont déjà fait ça par le passé, oui, et qui sont plus ou moins installés et qui peuvent répondre à un projet. Exactement. Oui, en effet, on ne peut pas être dans l'expérimentation. Et c'est vrai que l'expérimentation, pourtant, elle est indispensable pour les artistes. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas, parce que de toute façon, c'est une forme d'expérimentation à chaque fois, parce que la plupart du temps, ce sont des projets souvent qu'ils n'ont jamais fait ailleurs. Mais je veux dire une forme d'expérimentation dans la recherche où on ne peut pas être dans une phase de recherche plastique. Il faut que l'artiste il soit à peu près sûr de lui, de ses médiums, de ses façons de travailler, de ses envies, Voilà, on ne peut pas être dans une phase de réflexion trop longue parce qu'on n'a pas le temps. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on aime souvent travailler avec des artistes qui ont déjà une expérience, soit de l'espace public, soit de projet, quoi. Ça c'est arrivé plusieurs fois qu'on travaille avec des artistes qui travaillaient pour la première fois dans l'espace public. C'est arrivé, mais ils avaient déjà quelques années de pratique. Il n'y a pas un ligne verte junior entre guillemets où on peut faire la main et puis passer ensuite Si, ça peut arriver qu'on ait des projets qui soient plus adaptés à des artistes qui sont plus jeunes. Notamment le projet des chambres d'artistes. On a ce projet qu'on a mené avec quelques hôteliers. Donc on en a 6 qu'on a réalisés ces quelques dernières années où ce sont plutôt des jeunes artistes. Donc c'est un hôtelier qui nous met à disposition une de ses chambres de son hôtel. Et puis on invite un artiste à réaliser une œuvre d'art totale à l'échelle d'une chambre. Donc on en a réalisé avec plutôt des jeunes artistes. Il y a eu Justin Weyler, Makiko Furmichi, Simon Thiou, Elsa Tomkowiak, Karina Lich et Julien Nedelec. Donc parmi ces 6, 3 sont plutôt des jeunes artistes. Ouais. C'est une volonté qu'on a eue suite au projet assez monumental qui est différent, qui a une autre échelle, mais qui est un peu la même chose, de Tatunishi sur la Villa Cheminée dans le cadre d'Estuaire, qui a créé une chambre au-dessus d'une imitation donc, de poteaux, de grands mâts EDF. Et donc c'est une chambre, la Villa Cheminée, qu'on peut louer à la nuit. Donc c'est vraiment une œuvre qu'on habite. Et c'est un projet assez emblématique d'Estuaire, de la collection Estuaire. Et donc sans faire la même chose, on s'est dit
comment on pourrait offrir au public qui nous visite la possibilité de continuer à vivre une expérience artistique avec un artiste la nuit, voilà, jusque dans la nuit, et donc de dormir dans une œuvre d'art. Et on a proposé à des hôteliers donc, de coproduire des chambres comme ça. Mais j'ai une dernière question sur l'univers et donc les artistes. Ouais. Il faut candidater, c'est vous qui allez chercher les artistes, c'est du bouche à oreille, c'est de la recommandation, je ne sais pas. Donc c'est nous qui allons chercher les artistes. C'est quelque chose de finalement assez intuitif et sensible. Et c'est en fonction du site. On écrit chaque année une manière de révéler un site, donc les artistes y répondent. Et donc c'est quelque chose qu'on remet en question chaque année, donc on projette en fait des visions. Et en fonction de ça, eh bien, on va choisir. Donc c'est vrai qu'on ne fait pas d'appel à candidature parce qu'on travaille dans des délais très courts. Il n'y a pas de déperdition. C'est-à-dire que par exemple, quand il y a des consultations, il arrive souvent qu'il y a le temps de la consultation, et puis par exemple, il y a 4 artistes qui vont répondre à un projet. Et ces 4 artistes, il faut donner du temps aux 4 pour leur donner la même information, qu'ils s'imprègnent du site et de ses enjeux. Donc ça veut dire qu'il faut multiplier par 4 ce temps-là. Et puis, si les artistes ils sentent qu'ils sont mis en concurrence avec d'autres, ils ne vont pas donner la même chose. Ils ne vont pas s'investir de la même manière. Ah, c'est un projet, un artiste. Voilà, donc c'est pour ça que nous on pense que un artiste, s'il sait qu'il n'est pas en concurrence, s'il sait qu'il doit tout donner, eh bien il va le faire vraiment de façon très généreuse, et il va travailler très vite et avec tout son cœur, quoi. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est une bonne manière, en tout cas dans notre temporalité de travailler. Niam niam niam, niam niam niam. Moi j'allais relancer sur, vu que vous représentez la ville aussi, il n'y a pas des questions administratives je dis n'importe quoi, par exemple, The Feebles, le pont, est-ce qu'il faut prévoir de comment est-ce qu'il va être nettoyé après ? Bien sûr. Oui. Oui, bien sûr, les questions d'entretien. Oui, bien sûr. Alors, tous nos projets sont conditionnés à la manière dont ils vont vivre. Donc, conditionnés pas au moment où on les pense, mais au moment où on reçoit l'esquisse d'un artiste. Et là, c'est là qu'on analyse aussi sa pérennité. Donc, sa pérennité par exemple sous un format temporaire de 2 mois, comment le projet va vivre pendant 2 mois, ou sa temporalité plus longue sur 5 ans, 10 ans, voire au-delà. Et en effet, un projet comme The Feebles, eh bien, il est soumis à un entretien, c'est-à-dire que si l'œuvre n'est pas entretenue, au bout de 2 mois, elle peut être complètement invisible. Donc en effet, là, on travaille avec les services de Nantes Métropole qui sont évidemment très liés à notre activité. Donc on travaille avec tous les services de Nantes Métropole pour travailler ensemble le calendrier de nettoyage, d'entretien de chaque projet. Donc c'est penser tout ça en amont. Il y a une partie technique, je n'aurais peut-être pas soupçonné. On s'adapte en fait pour chaque projet. Donc notre équipe technique va analyser le projet. Alors après ça dépend, comme chaque projet est différent, ça va dépendre du fait, ça va dépendre déjà de la manière dont l'œuvre va être produite. Donc si l'artiste produit l'œuvre directement, ça n'a pas le même impact pour nous. Finalement ça arrive peu. Souvent c'est nous qui produisons l'œuvre. C'est-à-dire ? En fait, par exemple, un sculpteur, la plupart du temps, il va travailler lui-même ses œuvres, donc lui-même il va les fabriquer, ou alors avec des sous-traitants qu'il choisit. Souvent, l'échelle de nos projets fait que l'artiste il va se retrouver à réaliser un projet qui est assez conséquent, et souvent où il expérimente quand même des matériaux nouveaux ou bien des manières de concevoir qui peuvent être nouvelles dans son travail. Par exemple, cette année, on a réalisé une œuvre pérenne avec un couple d'artistes qui s'appelle Martin Feipel et Jean Béchameil. Cette œuvre, en fait, elle est constituée donc, de plusieurs sculptures qui contiennent des fours à pain. Donc
j'en reparlerai plus tard. Mais ces sculptures sont réalisées avec plusieurs matériaux différents, du béton et de la pierre de lave émaillée notamment. Et ce sont Martine Feipel et Jean Béchamel, des sculpteurs qui, 90% du temps, réalisent leurs œuvres eux-mêmes. Donc, toutes les œuvres de l'exposition, par exemple, Automatique Révolution à la galerie, sont des œuvres qu'ils ont créées de leurs mains. Et là, donc, face à ce projet, où ils souhaitaient expérimenter aussi un usage d'un nouveau matériau, la pierre de lave émaillée, en même temps que utiliser un béton avec une technique très particulière qui est le béton blanchi, où on laisse en fait l'apparence des plaques de bois qui ont été utilisées pour le moule, ce qui rend un rendu de béton assez vivant, à la manière de Le Corbusier qui travaille de cette manière. Toutes ces techniques, on s'est vite aperçu que les artistes ne pourraient pas les maîtriser tout seuls. Donc on a, d'un commun accord avec eux, pris en charge la conception et la recherche des meilleures entreprises qui seraient en capacité de nous fournir les matériaux et de réaliser l'œuvre. Et donc, même si ça ne paraît pas, cette œuvre elle a été extrêmement compliquée parce qu'au départ elle est partie d'une petite maquette que les artistes ont réalisée en terre. Ensuite, cette maquette elle a été scannée. Et ce scan, on a dû l'adapter à la taille des fours qu'on a trouvés. Puisque en fait, les fours à pain, des fours, c'est standard, ça on ne peut pas les réaliser sur mesure. Donc on a trouvé des fours qui étaient adaptés au projet. Et on a redessiné la 3D en fonction de la taille de ces fours. Et donc on a vraiment le format final des sculptures qui est apparu en fonction de tous ces paramètres. Et ensuite, il a fallu travailler avec les entreprises pour concevoir les sculptures en plusieurs morceaux afin qu'elles s'assemblent jusqu'à la finition de la pose de la pierre de lave émaillée. Donc il y a eu un temps de projet assez long qu'on a miraculeusement réussi à réaliser à la sortie du confinement parce qu'on l'avait vraiment bien anticipé. Voilà, donc un exemple concret de la part importante du travail de notre équipe technique dans chaque projet, puisque la plupart du temps, nous produisons les projets en accompagnement avec les artistes. Parce que du coup, le délai d'1 an, au final, doit être de 6 mois entre le moment du dossier, enfin la fin de au moment de l'acceptation du dossier, et je me demandais comment justement ils arrivaient à fournir. Je me disais qu'ils avaient plein d'apprentis, choses comme ça, mais en fait, c'est le voyage à Nantes qui aide. Oui, c'est nous qui produisons à chaque... Alors pourquoi on fait ça aussi? Parce que déjà, c'est plus efficace. Parce que il arrive, hein, mais c'est parce qu'il y a... Je donne un exemple qui est souvent le plus commun, mais ça peut arriver aussi que l'artiste travaille, lui, avec son sous-traitant, et voilà, il peut arriver aussi que ce soit l'inverse. Mais la majeure partie du temps, on préfère faire ça parce que c'est plus efficace en fait, parce qu'on travaille avec des entreprises du coup locales qui connaissent le terrain, qui connaissent les acteurs locaux, qui connaissent donc les services de Nantes Métropole, donc qui sont plus réactifs en fait. Alors qu'un artiste qui va travailler par exemple avec une entreprise qui ne connaît pas du tout la région, ça va être plus long à mettre en place. Voilà, donc on est toujours dans ce souci d'efficacité aussi, de temps. Et puis aussi, évidemment, c'est plus logique de faire travailler des entreprises locales, parce qu'on est dans un cercle vertueux toujours. Et ça m'amène du coup la question, comment est-ce que c'est financé? Parce que j'avais eu 3 choses, donc du mécénat, des galeries, enfin des personnes qui sont dans des galeries, que je ne suis pas sûr d'ailleurs qui financent, et le 1% artistique. Alors, donc, vaste sujet. Donc, le Voyage à Nantes, c'est une société publique locale, et donc nous avons comme délégation de service public la mise en tourisme de Nantes Métropole, donc, de la destination Nantes. Donc, via cette délégation de service public, on programme l'événement Voyage à Nantes, qui est donc un événement qui permet de mettre en valeur la destination Nantes. Et
donc en tant que société publique locale, on a des financements donc de Nantes Métropole pour réaliser ces missions. Voilà, donc on a une grosse partie de notre budget qui provient des fonds publics. Donc Nantes Métropole, environ 65%. Et ensuite, dans notre équilibre financier, eh bien, il y a nos recettes propres, qui sont les recettes réalisées par le château des Ducs de Bretagne et les machines de Lille. Et enfin, en effet, il y a la partie mécénat, qui de plus en plus ces dernières années s'est transformée dans un projet qu'on appelle Art et Territoire, et qui en fait nous fait travailler avec des acteurs, notamment de la promotion immobilière par exemple, mais directement dans un projet. Donc par exemple, pour le projet Les Brutalistes de Martine Weipel et Jean Béchamel dont je parlais, ce projet donc, qui est visible de manière pérenne maintenant sur la place Clémence Lefebvre, c'est le promoteur, Kaufmann Broad, qui est venu vers le voyage à Nantes en nous sollicitant et en nous disant on a une grosse opération immobilière sur l'île de Nantes avec 6 immeubles qui vont accueillir donc, toute une nouvelle population, plutôt jeune, puisqu'il y a une école hôtelière Vatel qui s'est installée sur la place, et puis il y a des résidences étudiantes dans les bâtiments. Et à l'occasion de cette opération immobilière, on crée une nouvelle place publique. Et cette place, il était déjà convenu qu'elle soit rétrocédée à Nantes Métropole, donc qu'elle devienne publique et que ce ne soit pas un espace privé. Donc Kaufmann Broad nous a demandé de réfléchir à une intervention artistique sur cette place. Donc en se rendant sur place, en discutant avec les acteurs de la société, eh bien on a imaginé un projet et imaginé de faire appel à ces artistes, Martine Weipel et Jean Béchamel, qui sont arrivés et donc qui ont eu cette carte blanche d'imaginer un projet pour cette nouvelle place publique. Et c'est comme ça que le projet s'est construit. Et dans la finalité du projet, donc Kaufmann Broad va être financeur quasiment en totalité du projet. Ok. Et dans les projets, donc, est-ce que les artistes sont payés ? Bien sûr. Okay. Non, je sais pas. Oui, donc c'est un point d'honneur pour nous. Évidemment, tous les artistes sont payés à chaque étape de travail. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si on sollicite un artiste pour une esquisse pour un projet, et que le projet n'est pas retenu pour différentes raisons, c'est pas forcément qu'on ne va pas l'accepter, mais c'est pas des raisons de faisabilité. Il arrive qu'on ait des projets sur lesquels nous travaillons, mais qui ne vont pas jusqu'au bout parce qu'on n'a pas l'autorisation de le faire, parce que pour des raisons budgétaires, enfin voilà. Et donc c'est un point d'honneur, chaque artiste sera rémunéré, même si le projet n'est pas fait, on lui rémunère l'esquisse. Voilà. À partir du moment où il y a eu un travail, c'est normal. Et donc à chaque étape de travail, donc après, une fois l'esquisse passée, eh bien, en fonction du projet, alors il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte, on va dire l'importance du projet, le temps de travail qui va nécessiter pour l'artiste, la période sur laquelle ça va s'écouler, si c'est sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. L'exploitation, ouais, surtout si elle est pérenne ou éphémère, c'est pas pareil, parce que donc, ça veut dire qu'on rémunère l'artiste sur des droits qui va nous rétrocéder, des droits de monstration pour diffuser l'image de son œuvre. Donc ça va pas être pareil si c'est pour 2 mois le temps d'un événement, ou si c'est 10 ans, parce que c'est avec une œuvre pérenne. Donc on calcule à chaque fois des montants d'honoraires différents pour chaque projet. Niom, 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 niom. Prochaine catégorie, justement, le projet. Du coup, ça sera le projet, ça sera le voyage à Nantes. Ouais. Je te demandais tout à l'heure comment ça se passe de A jusqu'à Z. Donc en effet, comme c'est un événement qui revient tous les ans, on a plutôt une phase de conception de projet, septembre, octobre et novembre. On doit à peu près décider des zones d'intervention déjà. Donc on essaie avant de la fin de l'année, d'avoir une vision du nombre de projets qu'on va faire à peu près. En parallèle, on essaie d'inviter les artistes à répondre à chaque projet. Donc sachant que là on est au mois de septembre cette année, d'autant plus c'est particulier parce que l'édition n'est même pas terminée, qu'on commence déjà à travailler sur l'édition en 2021. Mais on va encore avoir des sollicitations de projets
voilà, jusqu'en novembre sûrement, quoi. Et là, on est en train de travailler sur celle où on est sûr pour la prochaine édition, commencer à y travailler. Est-ce qu'il y a des points fixes, c'est ça en fait? Gralin, Voilà, donc Cormer. en effet, il y a des endroits récurrents dans notre parcours. La Halle Galerie, par exemple, donc cette espèce d'exposition de 1500 mètres carrés. Tous les étés, on sait qu'on va faire une exposition, et maintenant même plus que l'été, parce que auparavant on partageait le lieu avec le FRAC des Pays de la Loire. Maintenant on va avoir 2 voire 3 expositions par an à la Halle Galerie, donc ça sera fixe. Et on va avoir en effet des endroits récurrents comme dans l'espace public, comme la place Gralin, la place Royale. On va avoir des lieux d'exposition où on aime revenir chaque année, comme le Temple du Goût, le Passage Sainte-Croix, qui sont des lieux partenaires. Et donc, entre la fin d'année et puis le mois de mars, eh bien, on travaille d'arrache-pied à la faisabilité, donc à rendre faisables tous les projets d'un point de vue réglementaire, technique et budgétaire. Et là, il faut pas perdre de temps. Et généralement, en mars, avril, on entre en production pour le mois de juillet. Donc l'année est à peu près découpée comme ça, sur un type de projet standard, c'est-à-dire on va dire un projet éphémère pour l'édition suivante. Mais parallèlement à ça, on a pas mal de projets pérennes dont la réalisation va se chevaucher sur 2 ans, 3 ans, donc sur des temporalités vraiment différentes. Donc avec... voilà, il peut arriver qu'on soit en phase de production au printemps, mais qu'on travaille en parallèle sur un nouveau projet pérenne qui va voir le jour 2 ans plus tard. Donc on a vraiment des temps de travail extrêmement différents, ce qui fait qu'il faut toujours garder les pieds sur terre. Et comment ça se passe du coup? C'est l'une de vous qui s'occupe de A à Z de ces artistes-là et de l'autre, ou alors ça se croise et que... Non, ça se croise rarement en effet. À partir du moment où, donc avec Jean Blaise, on décide d'intervenir sur un site, on invite un artiste et à partir de ce moment-là, l'un de nous garde la main sur toute la longueur du projet pour pas que justement il y ait de déperdition. Et puis on installe aussi à chaque fois une nouvelle relation de travail et de confiance avec un artiste. Et donc il faut se connaître assez bien. Et donc en effet on suit de la programmation à la production de chaque projet. Et chaque projet, comme je l'ai dit, même pour le service juridique par exemple qui nous accompagne, à chaque fois c'est une création. Parce que ça va dépendre de l'expérience de l'artiste, de sa sensibilité, de son autonomie. Il y a des artistes qui vont être plutôt autonomes et qui vont pas bouger d'un iota entre leur première idée et puis la finalisation du projet, et puis d'autres qui vont changer 30 fois d'avis. Et donc dans ce cas, l'accompagnement qu'on va y mettre, il sera pas du tout le même. Donc ça, on peut jamais le savoir avant. Et donc à chaque fois, c'est vraiment... c'est de l'instinctif, quoi. C'est intéressant. Mais du coup, au total, parce que là, vous êtes 4 chefs de projet, mais c'est une équipe de combien qui travaille sur le voyage à Nantes en tant que tel pour accompagner... Je parle pas des prestataires, je parle vraiment des personnes ici. Donc dans notre équipe projet, on est une quinzaine de personnes. Donc on a une personne qui va être par exemple chargée des partenariats, qui va aller chercher par exemple les partenaires privés pour réaliser des projets. On a une personne dans notre équipe projet qui va être responsable des relations avec les acteurs locaux, par exemple les commerçants. On travaille évidemment beaucoup en lien avec les commerçants. Ils sont des chevilles ouvrières indispensables, sont des relais indispensables, et parfois même ils sont considérés directement par des projets, comme avec le projet des enseignes, où on réalise des œuvres sur leur devanture. On a dans notre équipe quelqu'un qui va être chargé par exemple de projets culinaires. On a un chargé de projet culinaire qui va travailler avec les restaurateurs sur notamment l'événement Les Tables de Nantes, le guide des Tables de Nantes. Et donc voilà, et dans notre équipe, on a évidemment une grande partie de l'équipe technique avec qui on travaille main dans la main sur chaque projet, et puis chaque personne dans l'équipe technique va avoir plutôt ses spécificités, des compétences marquées. Donc en fonction de chaque projet, ça va être plutôt une personne différente de l'équipe qui va travailler dessus en fonction de ses affinités et de ses compétences. Ah oui. Voilà.
Ah, donc, pas que 4 du coup, il y a quand même des gens autour qui parlent. Ah oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Donc nous, on est 3 chargés de projet artistiques, mais évidemment, on ne travaille pas tout seul quoi, avec Jean Blaise. Il y a toute une équipe, et il y a Astrid Gingembre, bien sûr, qui est notre directrice projet, qui elle chapeaute la direction du projet et qui, avec Jean, travaille sur toute la globalité du projet. Il nous accompagne sur toutes les prises de décision, sur notamment la grosse partie réglementaire, et qui fait par exemple une revue de projet mensuelle avec Nantes Métropole à partir de chaque automne-hiver, puisqu'on travaille en relation étroite avec Nantes Métropole. Une fois par mois, Astrid Gingembre va présenter à Nantes Métropole toute notre piste de projet, et montre leur évolution de mois en mois, et leur montre ce que ça va impacter pour eux en termes de nettoyage, en termes d'éclairage, en termes de circulation. Par exemple, cette année, un projet comme Rideau de Stéphane Tidé sur la place Gralin, on a travaillé avec Nantes Métropole pour fermer la circulation. Il n'y avait aucune circulation là pendant les 2 mois, même les bus étaient déviés. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on impose, mais c'est aussi parce qu'on sait que les commerçants de la place le réclament, et d'avoir une place apaisée le temps de l'événement devant une œuvre aussi majestueuse, ça va à tout le monde, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est à chaque fois, un projet va mener autour une centaine de questions réglementaires différentes, quoi. Pas le temps de s'ennuyer du coup. Pardon ? Pas le temps de s'ennuyer du coup. Non, pas le temps de s'ennuyer. Merci beaucoup de ton temps. Merci à toi. Puis merci de m'avoir fait visiter un peu aussi les locaux du voyage à Nantes. Et au plaisir de te recevoir de nouveau, peut-être avec une autre personne de chez nous. Peut-être, on verra. Merci. Merci, au revoir. Niom, 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 niom. Et voilà, l'épisode est terminé. Merci beaucoup au Voyage à Nantes de m'avoir reçu, et à Génadard d'avoir répondu à toutes mes questions. Et quant à vous, auditeurs, je sais que vous posez la question, mais où est donc passée la carte blanche ? Ne vous inquiétez pas, la carte blanche est toujours prévue, elle est enregistrée. Vous pourrez seulement l'écouter à partir du 23 septembre 2020, puisque pour la saison 2 du goûter, j'ai décidé de faire les choses un tout petit peu autrement. Donc, prenez vos agendas, il y aura 2 dates à retenir. On garde le 16 à 16h pour l'épisode comme celui que vous venez d'écouter. Et pour tout ce qui est carte blanche et questions bonus, j'ai décidé de le mettre un peu plus loin dans le temps, le 23 du mois, puisque j'ai eu des retours de personnes qui me disaient que 1 heure, 1 heure et demie de podcast, c'était un peu long. Du coup, juste en vous écoutant, en fait, tout simplement. D'ailleurs, merci pour vos retours. Je me suis dit que c'était plus digeste de séparer les choses en 2. Et puis, ça nous permet d'avoir 2 fois plus de moments à partager. Allez, rendez-vous le 23 septembre pour la suite de cet épisode. Sinon, rendez-vous le 16 octobre prochain pour le prochain épisode. C'était Arthur Keaton. Merci à vous.